À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Depuis 13 ans, il s'était habitué à vivre un peu comme un monarque jouissant d'une majorité absolue en Turquie. Mais avant-hier, le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan n'a obtenu que la majorité relative aux législatives. Bonjour Dorothée Schmid. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche et responsable du programme Turquie contemporaine à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Est-ce que cette demi-victoire, 258 sièges pour son parti, l'AKP sur 550, est-ce que cette demi-victoire est une vraie défaite pour Erdogan ? Oui, c'est une vraie défaite parce qu'en fait, c'est la première fois que le parti est vraiment challengé par les partis d'opposition. On a 3 autres partis qui vont rentrer au Parlement et donc, comme vous l'avez dit, il perd sa majorité absolue. C'est donc un vrai désaveu des électeurs. Mais ça va changer sa force, son pouvoir concrètement sur le pays ou pas ? La première difficulté, c'est qu'il va avoir beaucoup de problèmes pour former un gouvernement. C'est-à-dire que pour le moment, les 3 autres partis ont fait une campagne très anti-Erdogan et aucun des partis ne veut aller former une coalition avec l'AKP. Alors, il y a un parti qui a fait un gros score, c'est le parti HDP, parti pro-kurde, à plus de 13%. Ils auront 80 sièges. On a une question d'un auditeur qui demande que va faire le HDP de cette victoire ? À quoi vont servir ces 80 députés ? Alors c'est toute la question, puisque vous dites que c'est un parti pro-kurde, mais c'est surtout un parti qui a fait une campagne à gauche. C'est un parti qui a donc élargi ses thématiques de campagne et qui aujourd'hui va être un peu tiraillé sur sa base électorale entre des Kurdes qui veulent renforcer les droits des Kurdes et puis le reste de cette nouvelle base électorale qui est plutôt pour élargir les libertés en Turquie et qui est pour désethniser finalement le parti. Mais est-ce que le président Erdogan va devoir gouverner avec le parti pro-kurde ou pas ? Alors ça, c'est la grande question, c'est que on s'attendait à ce qu'il y ait une espèce d'alliance obligatoire entre les 2 partis, mais en réalité, l'ambiance est devenue extrêmement tendue, notamment en fin de campagne. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu 2 attentats à la bombe vendredi dernier dans un des derniers meetings du HDP, donc du parti pro-kurde. On a donc une tension sociale et politique qui est extrême en Turquie aujourd'hui, et le leader du HDP, pour le moment, exclut toute coalition avec l'AKP. Parce qu'entre les Turcs et les Kurdes, c'est quand même pas des relations très simples. Oui, c'est une vieille histoire. Depuis la fondation de la République, en réalité, les Turcs nient toute affirmation identitaire aux Kurdes. On a eu répression, révolution réprimée, et puis une guérilla, la fameuse guérilla du PKK à partir des années 80, qui a fait des dizaines de milliers de morts. Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Ouais. Alors, la demi-victoire du président, ça va changer quoi pour les Turcs ? Alors ça change d'abord que ça fait tomber un grand tabou qui était l'idée que Tayyip Erdogan allait gouverner la Turquie au moins jusqu'en 2023, centenaire de la Turquie. Ça fait rentrer dans les mœurs l'idée d'une alternance politique. Alors si en plus elle passe par un gouvernement de coalition avec l'AKP, bon, sachant que la Turquie a connu des coalitions dans le passé, mais aujourd'hui ce parti-là c'était un parti absolument dominant. Donc c'est cette idée d'une démocratie qui s'installe finalement, qui est aujourd'hui en On l'avait cause. un peu perdu de vue, cette idée de démocratie avec Erdogan au pouvoir depuis quand il était président, Erdogan ? Alors, il est président depuis l'année dernière, mais il est au pouvoir depuis 2002. Parce qu'il a été Premier ministre. Il a un parcours incroyable d'ailleurs. Il a commencé maire d'Istanbul en quelque sorte. C'était ses débuts. Ouais. C'est un petit Poutine ou pas ? Parce qu'on sait qu'on disait qu'il espérait une majorité absolue pour pouvoir passer au régime présidentiel en Turquie. C'est quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir coûte que coûte ? Alors, il y a 2 questions. Est-ce que c'est Poutine ? C'est une comparaison qu'on utilise assez souvent parce qu'on a l'impression qu'en Turquie, on a moins de liberté, que c'est une espèce d'autocrate finalement dans sa façon de gouverner. En tout cas, il y a une personnalisation extrême du pouvoir. Est-ce qu'il va s'accrocher au pouvoir ? Certainement parce qu'il aime le pouvoir. Et là, tout le monde est en train de se demander quelle va être sa stratégie cette semaine pour essayer de rester le personnage dominant de la vie politique. Pour l'instant, il ne l'a pas dévoilé, sa stratégie. Non, puis c'est pas sûr qu'il en ait une non plus. Dans la lutte contre l'organisation État islamique, est-ce que ce scrutin va changer quelque chose ? On sait que la Turquie est positionnée à un endroit stratégique, frontière avec la Syrie, frontière avec l'Irak. Ce qu'on peut dire, c'est que tous les autres partis ont fait campagne en disant que la Turquie s'était trop engagée dans la crise syrienne. Alors, la Turquie, elle a une position très anti-Bachar al-Assad depuis le début. Elle a aidé l'opposition syrienne à se structurer. Est-ce que ça veut dire qu'elle a aidé Al-Qaïda, les sunnites, en Syrie, qui luttent contre Bachar el-Assad ? Alors, dans un premier temps, elle a aidé l'opposition de l'armée syrienne libre à se structurer. Ensuite, quand on a vu le conflit s'enliser sur place, on a beaucoup accusé la Turquie de soutenir les groupes djihadistes. On n'en a pas de preuves formelles et le gouvernement turc s'en défend en permanence. Mais il est certain qu'ils envisagent de façon un peu ambiguë les forces en Syrie parce qu'ils ont 900 km de frontière avec la Syrie et que finalement ils ont une vision assez réaliste de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Et en même temps, ils se sont pas mal servis des Kurdes à Kobané, notamment pour éviter aux djihadistes de prendre la ville, non ? Non, ils s'en sont pas servis, ils ont empêché les gars du PKK de Turquie d'aller rejoindre l'équivalent du PKK en Syrie pour combattre l'État islamique à Kobané. Ils ont plutôt aidé objectivement l'État islamique à Kobané ? C'est ce qu'on leur a reproché à l'époque. En fait, les Turcs ont 2 ennemis en Syrie, Bachar al-Assad et les Kurdes qui veulent leur autonomie.
Et si on regarde vers l'Europe, ces élections, elles changent quoi ? Alors ces élections, elles changent beaucoup pour l'image de la Turquie, puis qui s'est beaucoup dégradée depuis 2013, depuis les grandes mobilisations de Gezi. Où on a reproché effectivement à Erdogan de pratiquer le pouvoir de façon de plus en plus autoritaire. Donc ça montre aujourd'hui qu'une transition serait possible en Turquie. Le problème, c'est que dès que les résultats des élections ont été connus, on a dit que peut-être on allait en faire d'autres si on n'arrivait pas à former une coalition. Donc ça, c'est quand même un grand paradoxe. On a une victoire de la démocratie, mais dès le lendemain, on dit on va peut-être refaire les élections. On va peut-être revoter. Parce que le résultat n'a pas fonctionné. Donc Dernière question, c'est un tweet de Nabulios. Peut-on envisager une remise en question du génocide arménien, en gros de la position turque qui ne reconnaît pas ce génocide de 1915 ? Est-ce que ça peut changer quelque chose, ces élections de dimanche ? Alors là, on sort de la commémoration du génocide, où effectivement le gouvernement turc est resté campé sur ses positions, mais tous les autres partis, enfin tous les autres, non, le Parti d'Action Nationaliste, pas vraiment, en tout cas le HDP qui a fait ce bon score, lui a fait campagne en partie là-dessus, sur la reconnaissance des minorités et sur le fait qu'il fallait apaiser la mémoire historique turque. Merci beaucoup Dorothée Schmidt de nous avoir fait partager votre connaissance de la Turquie. On précisera qu'il y a 96 femmes, c'est un record qui ont été élues dans cette nouvelle assemblée turque. Vous avez dirigé l'ouvrage Turquie au Moyen-Orient, le retour d'une puissance régionale, publié aux éditions du CNRS. Merci, bonne journée à vous. Merci.